Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvelle année, bonne année 2023. J'espère que vous avez reçu beaucoup de cadeaux de Noël. Également, on se retrouve pour une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit contrat. Qui dit contrat dit présentation d'équipe 2023. Mais avant de commencer les présentations d'équipe pour la saison 2023, on va faire un petit point déjà pour tous les coureurs qui n'ont pas de contrat pour 2023. Et puis dans cette première vidéo de l'année, on fera également un petit point sur un changement de règles qui sera important pour la série de vidéos qui s'appellera Le Maintien, qui est toujours maintenu pour l'année prochaine. Avec bien des changements au niveau des règles UCI qui vont être importantes et qui pourront avoir des conséquences déjà pour la prochaine attribution de licence World Tour, mais également pour les invitations sur les grands tours. On va voir un petit peu tout ça dans quelques instants. On commence tout de suite avec les coureurs sans contrat. Ils sont encore nombreux. Alors là, pas trop en World Tour. Il nous en reste plus beaucoup. Il en reste 14 qui n'ont pas encore trouvé de contrat pour l'année prochaine. Mais on a encore pas mal de coureurs. Tout simplement, vous avez déjà les coureurs qui étaient chez BNB Hotel. Tous n'ont pas retrouvé de travail. On va dire ça comme ça. Et puis, tous ceux qui étaient dans le projet BNB Hotel de l'agrandissement de cette équipe. Vous retrouvez également des coureurs qui sont impliqués dans des affaires de dopage de manière plus ou moins proche. Et puis des coureurs qui sont en pleine réflexion sur la suite de leur carrière. Ce qui fait qu'on est en janvier et qu'on a encore, je dirais, une bonne quarantaine de coureurs intéressants encore sur le marché. Chez les garçons, chez les filles, c'est encore plus important. Parce que il y a eu le cas BNB Hotel, mais de toute manière, chez les filles, on a tendance à renouveler beaucoup plus tard que chez les garçons et à débloquer vraiment des budgets encore en janvier, février, mars. Ça arrive que des filles reçoivent des contrats très tardivement, donc c'est un peu moins rare chez des filles que chez les garçons. Chez les garçons, on commence tout de suite. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On perd pas les bonnes habitudes. EPS 2.0, on va essayer d'en écrire un cette semaine, sinon ça sera la semaine prochaine pour le premier numéro de l'année 2023. Et puis, n'hésitez pas à aller voir TikTok. Ça devrait être un petit peu calme cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura des choses également sur TikTok. On commence tout de suite donc avec les coureurs qui sont sans contrat, qui étaient en World Tour l'année prochaine. Le nom le plus fort du côté des sprinters, c'est Mark Cavendish. Mark Cavendish, 37 ans, et pas de contrat pour l'année prochaine. C'est le coureur qui a marqué le plus de points, je crois, l'année dernière. Sans contrat, l'année 2022 a été correcte sans plus pour Cavendish. C'est-à-dire qu'il a gagné des courses. Après, il n'a pas gagné des grandes courses. Mark Cavendish, à part une étape sur le Giro. Il a gagné Milan-Turin. Il y a quand même beaucoup de courses qu'il n'a pas gagnées. Dès que c'était un peu tortueux, je l'ai dit à plusieurs reprises, on sent que Cavendish, il a plus l'envie vraiment de se mettre au tas et de prendre des risques comme il a pu le faire avant. En même temps, il s'est pris des sacrés gadins dans sa carrière aussi. Mark Cavendish. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il devait être prévu chez BNB Hotel. Le projet BNB Hotel a fait flop. Et il se retrouve un peu sur le carreau. Et le problème d'un Cavendish, c'est qu'il a 37 ans. Donc c'est un coureur qui est déjà un petit peu âgé. C'est un coureur qui veut être leader. C'est un coureur qui... ça sera compliqué de le mettre équipier d'un autre sprinter. Il a 37 ans. À cet âge-là, on a parfois des grosses surprises sur les baisses de niveau. En sprint, c'est quand même déjà un cas presque un extraterrestre. À 37 ans. Et puis, Cavendish, l'année précédente n'a pas été si folle que ça. C'est aussi un gros problème parce que c'est un gros salaire, Mark Cavendish. Donc c'est pas facile de retrouver de la place dans son effectif quand on est en janvier et qu'il faut facilement débloquer des sommes qui, je pense, Cavendish, ça doit être au moins 1 million par an. À partir de ce moment-là, c'est sûr que Cavendish, c'est pas le coureur le plus facile à recaser. Après, il y a des équipes qui peuvent être intéressées. Déjà des équipes qui n'ont pas de sprinter pur. Je pense notamment à EF. Je pourrais penser à une équipe comme AG2R, une équipe française, qui n'a pas de pur sprinter du niveau de Cavendish.
Sans être méchant avec Marc Sarro, c'est pas du niveau de Mark Cavendish. Je sais même plus s'il est chez AG2R, parce qu'il devait peut-être partir. Donc du côté de Mark Cavendish, il est dans une situation où il est sans contrat. Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, s'il y aura des nouvelles informations pour Mark Cavendish. Surtout que la saison démarre tôt, hein, parce que Tour de San Juan, Down Under, qu'on suivra sur la chaîne, ça commence dès janvier. Pozzovivo, alors là, Pozzovivo chez Intermarché, déjà quand il est arrivé chez Intermarché, il est arrivé dans les derniers coureurs, c'était déjà un budget trouvé pour aller récupérer Pozzovivo. C'est un coureur qui est toujours capable d'aider, qui est toujours capable de faire des bons résultats si vous n'avez pas des grands grimpeurs dans votre effectif. Je pense que c'est un coureur qui est intéressant, Pozzovivo. C'est un coureur qui est toujours capable de faire top 15 sur un grand tour. Ça pourrait intéresser notamment une équipe comme Lotto, qui n'a pas forcément de cours. En plus, avec le départ de Steve Kras, ils n'ont vraiment aucun coureur maintenant pour jouer le général d'une course. Pozzovivo a cette capacité-là. C'est aussi un coureur qui est capable de se mettre au service d'un collectif. Donc ça, c'est toujours bien. On l'a vu notamment la dernière où il s'était mis au service de Guermeil. Et puis, c'est un passionné de cyclisme. Là, on a vu avec la mort de Rebellin, mais Pozzovivo me fait un peu penser quand même à Rebellin. C'est-à-dire que c'est un coureur... Alors, Rebellin, c'était avec le dopage. Mais Pozzovivo, il a connu tellement de galères dans sa carrière. C'est un coureur qui est cassé de partout. Pozzovivo, s'il continue, c'est que juste par passion pour le cyclisme. Il continue pas forcément pour autre chose. Parce que vu le nombre de gadins qu'il s'est pris dans sa carrière et de gros gadins, je peux vous dire que c'est un passionné de cyclisme. Puis je pense que c'est un coureur qui peut être intéressant dans un effectif qui est jeune. Aussi, parce que c'est un coureur qui peut te cadrer des jeunes, je pense. Donc c'est un coureur qui peut être intéressant, peut-être plus pour une équipe de deuxième division aujourd'hui que pour une équipe de World Tour. Ça, c'est clair et net. Miguel André Lopez, il est dans la même situation qu'un autre coureur qu'on verra, qui est Quintana, blacklisté. C'est-à-dire que quand j'avais fait ma vidéo sur les moments énervants de l'année 2022, j'avais dit, bon, on l'a impliqué dans une affaire, pour l'instant il n'y a rien. Bon, ça s'est un petit peu décanté pendant l'intersaison avec Miguel André Lopez. Il semblerait vraiment qu'il ait des rapports avec le médecin espagnol et que donc Astana n'en veut plus. Si tu rajoutes à ça qu'en plus d'être un coureur qui est peut-être dans des affaires de dopage, il n'a pas la bonne nationalité en ce moment. C'est-à-dire que les Colombiens sont quand même une nation qui en ce moment sont impliqués dans de nombreuses affaires de dopage, comme Portugais. C'est deux nationalités qui sont pas top en ce moment dans le monde du cyclisme au niveau du dopage. Et on rajoute à ça que Miguel André Lopez, la Vuelta de l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, de 2021, où il a planté la Movistar. C'est pas passé dans beaucoup d'équipes. C'est un coureur qui a un caractère particulier, on va dire ça comme ça. Et plus le dopage, plus la mauvaise nationalité, ça commence à faire beaucoup quoi, pour Miguel André Lopez sur le paletot. Surtout que c'est aussi un gros salaire, Miguel André Lopez. Je pense qu'il risque de repartir dans une équipe colombienne de 3e division et je pense qu'on ne le reverra pas tout de suite. C'est-à-dire qu'à part aller dans une équipe avec un passé sulfureux, je pense qu'il aura du mal à intégrer une équipe française par exemple ou une équipe qui sur des équipes qui sont beaucoup plus sérieuses. Je pense que ça sera compliqué. Richezze, 39 ans, donc un peu le même cas que Cavendish. On l'a vu chez UAE, même en tant que lanceur, maintenant en tant que poisson pilote, c'est compliqué Richezze. Ça m'étonnerait qu'il reparte en première ou deuxième division. Barbero de la Lotto Soudal, pas montré grand chose du côté de la Lotto. Ça fait quelques saisons compliquées pour Barbero. Donc ça risque d'être difficile également en première division. Après, vous avez Cara Rural, vous avez Burgos, vous avez Euskaltel, peut-être, qui peuvent débloquer des budgets pour un coureur comme Barbero. Surtout avec le changement des règles du CI, ça pourrait être intéressant pour une équipe comme Euskaltel, par exemple. Mais on reviendra sur ça plus tard dans cette vidéo. 6e, Villela. C'est dommage, Villela. Il a fait un très bon mois l'année dernière, où il avait eu des très bons résultats au moment du Tour de Romandie, quand Cofidis a été très costaud en termes de résultats. Et puis, il n'a pas réussi à prolonger.
Et Villela, c'est aussi un coureur qui a changé pas mal d'équipes ces derniers temps, qui est aussi un coureur qui n'a pas montré grand-chose ces derniers temps. Et il pensait se relancer chez Cofidis, ça n'a pas été le cas. Donc après, vous avez des équipes italiennes qui pourraient être intéressées par un coureur comme ça. C'est un coureur qui a également de l'expérience en World Tour. Ça peut être intéressant pour des équipes de continentales italiennes qui sont quand même nombreuses. Chessball, même problème que Cavendish, il était impliqué dans l'équipe BNB Hotel, qui se retrouve sans contrat pour le moment. Pas un mauvais coureur, Chessball. Après, pour une World Team, c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être bien pour une équipe de deuxième division. Pour une équipe de première, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des 2-3 manques du côté de Chessball. La Clam Norton, sur la route, on l'a très peu vu ces derniers temps. On l'a plutôt vu faire des grands défis sportifs. Je suis pas sûr qu'il va continuer le cyclisme sur route. Henao, problème physique du côté de chez Astana. Normalement, il ne doit pas repartir. Il doit attendre de se soigner. Mirza, ça fait partie des nombreux coureurs qui sont chez UAE, Bahreïn, qui n'ont pas le niveau vraiment du World Tour, qui font 2-3 courses par an juste pour montrer que, vous avez vu, on a un coureur des Émirats. Matthew Holmes, pas suffisant pour être en première et deuxième division. Matthew Holmes, alors c'est un équipier quoi, voilà, c'est un équipier. C'est très compliqué pour les équipiers en plus cette année, parce que j'ai vu dans beaucoup d'équipes, on n'est pas à 30 coureurs. L'année dernière, on est monté parfois à 32, 33, 34 dans pas mal de formations. Là cette année, je ne sais pas si c'est parce qu'on a peur de l'inflation, des crises économiques potentielles, mais dans beaucoup d'équipes, on a reparti avec pas mal de coureurs en moins. Et c'est vrai que Matthew Holmes, c'est un peu les coureurs qui trinquent en premier, ce sont les équipiers. Catafor, c'est un peu pareil du côté d'Israël. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais coureur. Par exemple, pour une équipe pour Human Power Red Earth, ça pourrait être intéressant. Olivero Troya et Michele Gazzoli du côté d'Astana. Ils m'ont pas marqué des masses, Troya, à part à l'arrière des pelotons, parce qu'on l'a souvent vu dans les dernières positions du peloton. C'est pas un coureur qui m'a marqué énormément. Du côté des équipes Pro Team, hop, vous le voyez tout de suite à l'écran, on en a quelques-unes en Pro Team. On commence avec Quintana, c'est peut-être le nom le plus important. Problème de Quintana, c'est un peu comme Miguel André Lopez, impliqué dans des affaires de dopage, le tramadol notamment. Et je pense que ça sera continentale colombienne du côté de Quintana, parce que je pense que beaucoup d'équipes n'en veulent plus. Yann Debuschkereux, 33 ans, commence à être un âge avancé. Debuschkereux, c'est un coureur qui a eu quelques résultats sur des classiques belges, sur des flandriennes, qui a également été dans des trains, je pense notamment à la Lotto, à une époque où il était dans des trains de sprinters. C'est le problème aussi, c'est que ces derniers temps chez BNB Hotel, il fait partie des coureurs qui n'ont pas eu énormément de résultats, donc forcément c'est un peu compliqué pour lui. Il peut aider, ça peut être un bon équipier. Moi je pense qu'en tant qu'équipier, il peut être intéressant Debuschkereux. Cyril Gauthier, 35 ans, chez BNB Hotel, à part sur l'Acro Race l'année dernière, on l'a peu vu. Et puis 35 ans, quoi. Donc au bout d'un moment, on est sur des âges qui sont avancés. Pas facile, voilà, de retrouver un contrat. Chernetsky, il fait partie de ceux qui n'ont pas trouvé un contrat, qui était chez Gazprom. Ça semble compliqué. Bataglin, pas de grands résultats ces dernières années. Grossou, pas suffisant pour première et deuxième division. C'est un coureur qui est intéressant pour des équipes continentales, mais pas mieux. Julien Vermotte, même problème que Bataglin, peu de résultats ces derniers temps. Goujard, impliqué dans l'affaire BNB Hotel. Coureur qui est c'est un baroudeur. Alors après, c'est un coureur qui est atypique, Goujard. Il ne sera pas équipier, il sera baroudeur. Donc, pour des grosses formations, c'est un peu compliqué quand même, un profil comme Goujard, parce que on l'a rarement vu équipier, on l'a souvent vu en échappée. C'est un profil qui intéresse plus des masses, les équipes, les grosses formations. Alors, pour des équipes un peu plus petites, mais en France, très vite on descend en continental maintenant. Je suis pas sûr qu'ils veuillent aller en continental. Alors, Intermarché peut-être,
une équipe comme Wallonie-Bruxelles, des équipes peut-être de deuxième division, mais avec des équipes avec des effectifs un peu moindres et qui veuillent bien aller en échapper. C'est peut-être intéressant pour Goujard. Ivan Rovny ensuite, même problème que chez Ernetsky. Bonamour, Bonamour, il a un souci pour moi, c'est que c'est un coureur dont on ne connaît pas encore vraiment le profil. Est-ce que c'est un coureur plutôt de classique? Est-ce que c'est un grimpeur baroudeur? On a du mal à savoir vraiment quel est le style. Enfin, moi, j'ai du mal à savoir quel est le style de course de Bonamour parce qu'il a sa seule victoire, c'est la Poly-Normande. Il avait fait deuxième de Paris-Tour. En même temps, le Tour de France en 2021 avait été très bon. L'année dernière, c'est vrai qu'à part la Poly-Normande, pas grand chose à se mettre sous la dent pour Franck Bonamour, ce qui fait qu'il se retrouve à être sans contrat. Alors il va pas rester sans contrat, il y a une équipe qui va lui proposer quelque chose, mais bon, Arkea il a déjà fait, ça s'était pas très bien passé. On pensait à AG2R, c'était un peu l'idée. Ces dernières rumeurs, c'était plutôt du côté d'AG2R, ou ça pourrait être Total, mais est-ce que Total voudra prendre un coureur en plus? Ça, c'est des grandes questions qu'on peut se poser. Elliot Littard, le Belge, il est, enfin oui, c'est pas un mauvais coureur en tant qu'équipier. Pierre Barbier, là aussi, on est sur un profil. Alors c'est un sprinter, mais qui, un peu comme son frère Rudy, a quand même des gros soucis dès qu'il y a un peu de castagne. C'est pas un coureur quand même quand la journée dure. Donc c'est un coureur qui manque un peu de caisse, Pierre Barbier. Après, dans un train de sprinter, en tant que poisson pilote, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il va être poisson pilote? C'est une grande question. Mais en tant que sprinter numéro 1, je pense pas. Jérémy Lecroux, vu le Tour de France qu'il a effectué, je suis assez surpris qu'il soit encore sans contrat. J'aurais pensé que beaucoup d'équipes seraient sur le coup. En tant qu'équipier, moi je l'ai trouvé très bon en tant que poisson pilote. Il a fait vraiment des très belles choses avec BNB pour Mozzato. Et il peut être également dépanné en tant que sprinter numéro 1. Donc je suis assez surpris qu'il n'ait pas encore de contrat. Ravazzi, ouais, c'est un coureur qui a 28 ans mais qui n'est pas très impressionnant. Warlock, Schoenberger, pourquoi pas dans des échappées, mais bon, les baroudeurs, c'est plus forcément un profil qui attire. Jordi Warlock, pourquoi pas dans une équipe belge, genre Vlaanderen et dans ces idées-là. On va pas tous les faire. On va regarder également, il y a Mehdi Benamouda également du côté des Français, Gabriel Müller. Benamouda était chez Novo Nordisk. Et Müller, il est chez Burgos, ça risque d'être compliqué également pour les deux. On va faire un continental parce qu'il y a quelques noms qui sont très intéressants également de coureurs qui sont en continental et qui sont sans contrat. Alors déjà, des anciens coureurs, Brackovic, Javier Moreno, Adam Hansen, je ne savais même pas que Brackovic était encore coureur cycliste. Adam Hansen, si, je l'avais lu, mais Brackovic, absolument pas. Brackovic, il a quand même remporté un Dauphiné dans sa carrière. Mais surtout, il y a Thomas Bouda, qui est chez Gosport, mais la situation chez Gosport, elle est très inquiétante. On pourrait perdre une deuxième équipe française. Gosport, l'équipe, bon, c'est Roubaix-Lille Métropole, avant, c'était ça le nom. Sauf que le problème, c'est que le sponsor Gosport était en fait est possédé par la même entreprise, par le même fonds d'investissement, on va dire, qui possédait Camailleux. Ils sont dans une situation financière très précaire et on a des inquiétudes pour l'équipe Gosport. Enfin, on a des inquiétudes sur le budget. On pense qu'ils repartiront en continental, ça c'est sûr. Mais par contre, en termes de budget, on a des inquiétudes sur le budget de Gosport. On a des coureurs de W52 FC Porto impliqués dans la grosse affaire de dopage et qui n'a pas eu de licence pour l'année prochaine. On a un Christian Coren, par exemple, qui a 36 ans, qui est encore coureur cycliste. Et puis après, des coureurs qui étaient dans des projets parfois un peu foireux ou qui ont des âges au-delà de 30 ans, il y en a quand même beaucoup. Donc on en a pas mal de coureurs là qui se retrouvent sur le carreau. Thomas Van Bourex également, qui était, je pense, dans une équipe portugaise. David Menu. Enfin voilà, il y a encore pas mal de coureurs également continental. Mathias Le Tournier, alors qui n'a pas montré grand-chose chez Team Une Atlantique. On attendait à ce qu'il se relance, il ne s'est pas relancé, donc ça risque d'être compliqué. Bon, c'est des coureurs qui seront peut-être l'année prochaine en amateur, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est compliqué au niveau des contrats. Dernière partie de vidéo, on
On va parler des changements de réglementation du côté du barème UCI, c'est le petit bonus de cette vidéo. C'est tombé le 23 décembre. C'est une règle qui entre en vigueur dès le 1er janvier, pour les courses à partir du 1er janvier. Règle donc qui a été faite quand même un peu à la dernière minute. On savait qu'il y aurait un changement de barème suite au problème qu'on avait cité l'année dernière, c'est-à-dire que gagner une étape de grand tour était moins intéressante que gagner une épreuve de Coupe de France. Il y avait des gros soucis de logique dans le barème qui sont quand même réglés. Les épreuves les plus importantes augmentent de points, c'est-à-dire que parmi les épreuves les plus importantes, vous avez Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Désormais, les classements annexes, les victoires d'étape, le classement général final sont bonifiés en termes de points pour éviter les soucis qu'on avait auparavant. Alors au niveau du classement général final, je trouve pas que c'était un problème. C'était surtout au niveau du classement des annexes et les classements d'étape où il y avait du prestige certes, mais ça se voyait pas en termes de points. Autre changement également, les 5 monuments. Parmi les 5 monuments, je rappelle Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie. Ces 5 monuments vont être également bonifiés en points par rapport aux classiques de type Strade Bianche, de type l'épreuve de Francfort, là je sais plus comment ça s'appelle, de type qu'est-ce qu'il y a d'autre en World Tour, de type classique à Saint-Sébastien aussi. Par rapport à ces épreuves-là, les 5 monuments sont bonifiés en termes de points. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de points que les autres épreuves d'un jour, les classiques canadiennes par exemple, World Tour. Ça, c'est également une très bonne chose. Augmentation du nombre de points également lors des étapes des épreuves World Tour et Pro Series. Jusqu'à maintenant, vous gagnez des points si vous étiez dans le top 3 et en Pro Series, vous ne gagnez pas de points en gagnant une victoire d'étape. Et bien désormais, ça sera les 5 premiers, voire les 10 premiers, les 15 premiers de chaque étape. Donc ça, c'est également très intéressant. Et puis, augmentation également du nombre de points distribués lors des Jeux Olympiques et des championnats du monde sur route. Également lors des championnats nationaux. Il y a des points aussi lors des championnats nationaux, je crois qu'ils ont un légèrement bonifié. Moi je l'ai toujours dit, je suis pas pour que les équipes gagnent des points quand les coureurs sont champions du monde, parce que pour moi c'est pas la même formation. C'est-à-dire que Julien Lafilippe, quand il est champion du monde, il y a quasiment pas de coureurs de la Quick Step qui sont avec lui. Donc voilà, moi ça me gêne toujours un petit peu ce genre de choses. On a également d'autres changements. Le classement mondial UCI par équipe, jusqu'à maintenant, c'était les 10 meilleurs coureurs de chaque formation qui gagnaient des points. C'est-à-dire, on conservait les résultats que des 10 meilleurs coureurs. Par exemple, Cofidis l'année dernière a perdu beaucoup de points, notamment les points de Villela, parce que Cofidis faisait partie de ces équipes qui avaient 13-14 coureurs différents qui avaient marqué pas mal de points. Aujourd'hui, ça ne sera plus seulement les 10 premiers coureurs, ce seront les 20 premiers coureurs de chaque équipe. Ça change quand même des choses. Dans quelques formations, je pense notamment à Cofidis. Ça change aussi des choses dans les formations de deuxième division qui ont 21, 22 coureurs parce que vous n'avez pas de joker dans ce genre de cas. Donc si un coureur se blesse ou ce genre de choses, ça peut être un problème. Après, très clairement, dans 95% des équipes, au-delà de la 13e, 14e place dans l'effectif, les mecs gagnent 25, 30, 40, 50 points. Ça ne va pas changer grand-chose au niveau du barème UCI. Ça va avantager quelques équipes, mais en soi, ça ne va pas changer tant de choses que ça, parce que ça va jouer à... Allez, il y a des équipes qui vont gagner, par exemple, peut-être 200 points, 300 points. On voit que ça se joue pas à ça, le classement UCI sur les 3 ans, surtout l'année prochaine. L'idée, selon l'UCI, c'est d'éviter qu'on mette énormément de pression à seulement 10 coureurs. Ça a été le cas notamment chez la Lotto, je pense à Dely et Evan, où on leur a mis énormément de pression. C'est pour éviter ça. Il y aurait également une autre idée, c'est que on s'est aperçu quand même que la descente et la montée, ça n'a pas plu à certains sponsors. Ça permet d'éviter à certaines équipes de pouvoir monter aussi. C'est un peu, je dirais, une règle pour éviter le cas Luznac. Pour ceux qui se souviennent en football en Ligue 2, Luznac qui devait monter en Ligue 2, mais qui s'est retrouvé à monter en Ligue 2, sauf qu'ils n'avaient pas de centre de formation, il n'y avait rien dans le club était vide. C'est pour éviter, je pense, des situations de type Luznac. Voilà, des équipes qui pourraient monter
en World Tour, une équipe comme Human Power Red Elf qui monterait en World Tour alors qu'elle n'a pas le budget et qui sont même pas 20 dans l'équipe. Ça permet d'éviter ce genre de problème. Autre modification également du côté de l'UCI, on aura pour la saison 2023 une règle que pour Israël, pour éviter le grand tour que voulait faire Sylvain Adam. Je ne suis pas sûr que le projet était en place, mais je pense que l'UCI a eu un petit peu peur. Israël sera invité sur toutes les épreuves World Tour, sauf les 3 grands tours. Sauf les 3 grands tours pour Israël, c'est-à-dire que je pense au Tour des Flandres, on aura Seb Van Mark, je pense à Liège-Bastogne-Liège, on aura voilà, on aura les coureurs sur ces courses-là, on aura Israël sur la Classica San-Sébastien, sauf sur les 3 grands tours. Voilà, ça change un petit peu la règle. Et puis, également, à partir de 2026, eh bien, pour être invité sur un grand tour, il faudra qu'une équipe de deuxième division soit dans le top 50 du classement UCI. Alors, pour Total Energy, ça pose pas de problème. Par contre, pour Burgos, mais également pour Euskaltel Euskadi, là ça pose un véritable problème parce que ce sont des équipes qui aujourd'hui sont en dehors du top 50 UCI. Il faudra être dans le top 50 pour les 2 invitations qui seront réservées aux organisateurs sur les 22 équipes au départ. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour désormais de tout ce qui s'est passé, de toutes les modifications. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, eh ben, on se retrouve pour les présentations d'équipe. À partir de là, la AG2R, je pense, ça arrive dans la foulée. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.